On pensait que le pire était derrière nous, que la tempête tarifaire du 2 avril allait retomber. Mais ce week-end, les marchés ont envoyé un tout autre signal. Bitcoin a décroché de plus de 7000 $. L'Ether suit le mouvement et ce n'est pas un simple effet miroir du Nasdaq. C'est le début d'un nouvel épisode. Un scénario qu'on a déjà vu, mais en plus brutal. Dimanche soir, comme en mars dernier, les marchés ont anticipé. Et cette fois, c'est encore plus clair. Ce qui se joue, ce n'est pas une baisse technique, c'est une réorganisation, un transfert de risque, une redistribution de la liquidité mondiale. Et pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut commencer par une anecdote. Pas une histoire personnelle, une histoire banale, une histoire qui pourrait vous arriver demain. Envoyer un simple colis des États-Unis vers l'Europe, un objet de moins de 200 grammes, un livre, un vêtement, une montre, prix du transport, 36 $, prix avec option, 195 $. Pourquoi? À cause des droits de douane. Et ce chiffre n'est qu'un début. Car selon les projections de Wedbush Securities, le prix d'un iPhone pourrait bientôt atteindre 2300 $. Pas pour cause de pénurie, pas pour cause d'innovation, mais à cause d'une seule chose, la guerre commerciale. Et dans cette guerre, tout devient plus cher, tout devient instable. Et tout ce qui est liquide devient vulnérable, même le Bitcoin. Ce week-end, quelque chose a changé. Pas seulement dans les chiffres, mais dans le comportement du marché. Tout a commencé samedi soir. Les signaux techniques sur Bitcoin étaient encore haussiers. Les altcoins reprenaient un peu de souffle. Et pourtant, les flux commençaient à s'inverser. Des dizaines de millions de dollars ont été retirés des plateformes. Et dès les premières heures de la nuit, la pression s'est accélérée. Bitcoin a glissé, doucement d'abord, puis avec violence. Ether a suivi. Et derrière, tout le marché s'est effondré d'un coup, comme un château de cartes. Mais ce mouvement n'a rien de spontané. Il s'inscrit dans une mécanique beaucoup plus vaste et beaucoup plus dangereuse. Parce que cette nuit-là, c'était la veille de l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers. Et dans les cercles institutionnels, tout le monde le savait. Le 8 avril à minuit, heure de Washington, le décret signé par Trump entre en vigueur. Ce n'est pas une simple mesure symbolique, c'est une réécriture totale des règles du commerce mondial. Et comme souvent, ce sont les marchés qui réagissent les premiers. Pas les États, pas les médias, les marchés. Et quand les gros porteurs se préparent à une semaine de chaos, ils font une chose simple, ils réduisent le risque. Ils liquident, ils vendent ce qui est liquide, facile à céder. Et souvent, ils vendent ce qu'ils aiment le plus. Pas parce qu'ils n'y croient plus, mais parce qu'ils veulent être prêts, avoir du cash, de la marge et surtout du contrôle. Ce qu'on a vu ce dimanche, c'est exactement ça. Un mouvement d'anticipation institutionnelle. Pas un crack, pas une panique retail, mais une manœuvre froide, méthodique. Et la vraie question c'est, qu'est-ce qu'ils anticipent vraiment? Une simple correction ou quelque chose de bien plus profond qui se joue cette semaine? Il y a une chose qu'il faut comprendre, Trump ne fait jamais les choses au hasard. Du moins, pas en apparence. Ce chaos commercial, cette série de tarifs, cette montée en tension mondiale, ce n'est pas un accident, c'est un levier. Et ce levier, il vise un objectif bien précis. Forcer la Fed à baisser ses taux. C'est un plan risqué, mais si ça fonctionne, il peut tout changer. Rappelez-vous ce qu'on disait dans la vidéo précédente. Le véritable problème de l'Amérique aujourd'hui, ce n'est pas la Chine, c'est sa dette, 1000 milliards de dollars par an, rien que pour payer les intérêts. Et aujourd'hui, avec des taux élevés, impossible de refinancer cette dette sans exploser les comptes. Alors Trump crée le choc. Il secoue les marchés, provoque une tension globale, gèle les investissements et attend que la Réserve fédérale cède. C'est une méthode qu'il connaît par cœur. En immobilier, on l'appelle le BRRRR strategy. Acheter, emprunter, réinvestir, recommencer. Mais pour que ça fonctionne, il faut une condition, des taux bas. Et Trump le dit lui-même. Personne ne devient riche quand les taux sont hauts. Alors il fait ce qu'il a toujours fait. Il met la pression, il crée une urgence et il force l'adversaire à réagir. Mais ici, l'adversaire, c'est Jérôme Powell, le patron de la Fed. Et jusqu'ici, Powell résiste. Dans son dernier discours, il dit attendre plus de clarté avant d'envisager un ajustement. Il parle d'indépendance, de prudence. Mais Trump, lui, ne veut pas attendre. Sur son réseau Truth Social, il publie un message direct. Jérôme, baisse les taux et arrête de faire de la politique. C'est frontal, c'est assumé. Et c'est exactement ce que les marchés attendaient. Parce que dans ce jeu de poker à l'échelle mondiale, le premier qui cligne des yeux a perdu. Et si Trump obtient ce qu'il veut, si la Fed baisse les taux pour éviter un crash, alors tout peut s'inverser. La dette se refinance, les marchés repartent. Et lui en sort en position de force. Mais pour l'instant, on est encore dans la tempête. Et le Bitcoin, qui aurait dû résister, semble lui aussi pris dans l'engrenage. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Logiquement, Bitcoin aurait dû être épargné. Aucune usine, aucune frontière, aucune dépendance à l'importation. Et pourtant, il a chuté fortement. Juste avant les annonces de Trump, le BTC flirtait avec les 88 500 $. Quelques heures plus tard, il atteignait 81 000, une chute de plus de 8% sans justification fondamentale. Pas de faille de sécurité, pas de mauvaises nouvelles spécifiques à la blockchain. Juste la panique. Mais alors pourquoi? Parce qu'en période d'extrême tension, les marchés n'agissent pas avec logique. Ils agissent avec instinct et l'instinct dit « vends ce que tu peux ». Vite, des blocs de 2500
500 bitcoins ont été transférés d'un coup sur Coinbase. Les portefeuilles dormants se sont réveillés, certains gros porteurs ont liquidé pour se couvrir, ou simplement par peur. Et c'est précisément ce qui rend ces moments si dangereux. Ce n'est plus une affaire de fondamentaux, c'est une question de liquidité. Bitcoin est un actif liquide, donc il est souvent le premier sacrifié quand il faut couvrir des pertes ailleurs, comme lors du Covid, comme lors de la chute de Terra, comme aujourd'hui. Mais attention, ce n'est pas un signe de faiblesse structurelle, c'est un mouvement tactique, et certains signes le confirment. Le ratio BTC par ETH, par exemple, est en train de grimper. Traduction, dans cette zone d'incertitude, certains investisseurs délaissent Ethereum et reviennent sur le digital gold. Bitcoin est perçu comme plus robuste, plus pur, plus résilient. Autre point à noter, Bitcoin reste l'un des rares actifs mondiaux non affectés par les politiques douanières. On ne peut pas lui imposer de taxes à l'importation. On ne peut pas le localiser, on ne peut pas l'arrêter. Et ça, dans un monde où tout devient instable, c'est un avantage stratégique majeur. Mais voilà, tant que le système vacille, que la Fed hésite, que Trump secoue la table, Bitcoin reste exposé aux secousses. Et pourtant, pour certains investisseurs, c'est justement le moment de se repositionner. Pas dans la panique, pas dans le bruit, mais dans les zones de choc, là où les mains faibles lâchent et où les mains fortes accumulent. Parce que si cette guerre commerciale dégénère vraiment, le système actuel pourrait changer plus vite que prévu. Et dans ce nouveau système, Bitcoin ne sera plus juste un actif spéculatif. Il pourrait devenir un pilier. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder de plus près ce que Trump ne dit pas. Depuis le début de cette escalade tarifaire, l'argument principal de l'administration Trump est simple, on rétablit la justice. Ce sont des tarifs réciproques. Si un pays taxe les produits américains à 30%, alors les États-Unis répondront avec 30% aussi. Sur le papier, ça paraît équitable. Mais dès qu'on creuse, on se rend compte que tout ça repose sur un calcul faussé. Prenons un exemple, le Vietnam. Selon les tableaux publiés par l'administration américaine, le Vietnam imposerait 90% de tarifs sur les biens américains. Donc, en toute logique, Trump annonce une riposte à 46% par symétrie. Mais voici la vérité. Le tarif douanier réel appliqué par le Vietnam sur les produits US est de 9,4%. Oui, 10 fois moins. Alors comment explique-t-on ce décalage? Par une formule maison conçue par les économistes de Trump. Ils ont pris le déficit commercial des États-Unis avec chaque pays, l'ont divisé par le total des importations et ont considéré le résultat comme un tarif implicite, un chiffre totalement décorrélé de la réalité douanière. Et pour faire bonne figure, ils divisent ce chiffre par deux et le présentent comme juste. Mais ce calcul oublie l'essentiel, les chaînes d'approvisionnement mondiales, les services exportés, les transferts technologiques, les accords bilatéraux existants. Tout est ignoré. Dans cette logique, si un pays exporte plus qu'il n'importe, alors il est automatiquement coupable. Et c'est ainsi que des alliés comme le Japon, la Corée du Sud, l'Union européenne ou même le Canada se retrouvent taxés à hauteur de 20, 30, voire 40%. Le message est brutal. On ne fait plus de distinction. Vous êtes tous des profiteurs. Mais alors, pourquoi ce niveau d'agressivité? Parce que ces chiffres ne sont peut-être pas là pour durer. Ils ne sont pas pensés pour être appliqués sur le long terme. Ils sont là pour faire peur, créer le choc, mettre la pression et forcer à la table des négociations. Plusieurs conseillers économiques proches de Trump l'ont dit très clairement, ces taux sont des plafonds, des leviers, des points d'entrée pour renégocier. Autrement dit, Trump construit volontairement une crise dans l'objectif d'en sortir en position de force. Une stratégie du chaos, un style brutal, mais peut-être redoutablement efficace. Car pendant que les pays ciblés paniquent, que les marchés réagissent à chaud, l'administration américaine avance discrètement, vers un seul objectif, réécrire les règles du commerce mondial. Mais cette stratégie peut aussi se retourner contre son auteur. Car à force de vouloir tout bouleverser, on finit parfois par réveiller des forces qu'on ne contrôle plus. Et justement, certains signaux montrent que le système commence à dérailler. Ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est bien plus qu'une guerre de taxes. C'est peut-être un changement de paradigme. Derrière le bruit médiatique, derrière les déclarations choc, il y a des signaux faibles, des éléments éparpillés, mais qui, une fois rassemblés, dessinent une trajectoire inquiétante. Le premier, c'est la réaction de la Chine. Pékin ne s'est pas contenté d'annoncer des droits de douane supplémentaires. Le gouvernement chinois a officiellement saisi l'OMC. Dans sa plainte, il accuse Washington de harcèlement commercial et menace d'utiliser ses armes stratégiques. La plus puissante d'entre elles, les terres rares, ces minerais essentiels à la fabrication de batteries, de smartphones, de voitures électriques et même de missiles. Aujourd'hui, 70% de l'approvisionnement mondial en terres rares dépend directement de la Chine et Pékin pourrait fermer le robinet. Deuxième signal, l'Europe. Emmanuel Macron, dans un discours remarqué, a appelé les entreprises françaises à geler leurs investissements aux États-Unis. Une déclaration rare, directe, qui montre à quel point la tension est montée. Bruxelles prépare une liste noire de produits américains qui pourraient être ciblés à leur tour, mais surtout une contre-offensive sur le plan technologique. L'objectif, réduire la dépendance à la Silicon Valley et protéger les industries stratégiques européennes. Côté marché, c'est la panique contrôlée. On vend, mais sans trop montrer d'émotion. Pourtant, un signal ne trompe pas, le dollar. Alors qu'il devrait, en théorie, jouer son rôle de refuge, il a chuté. Le DXY, cet indice qui mesure la force du dollar face à d'autres devises majeures, a perdu plus de 2% en quelques heures. C'est considérable. Et surtout, symbolique. Car cela signifie une chose, le monde doute.
doutent de la stabilité économique américaine, doutent du leadership global et pour certains, doutent de la valeur du dollar lui-même. Et ce doute, il se manifeste ailleurs, dans la multiplication des accords bilatéraux hors dollar, entre la Chine et la Russie, entre les BRICS, entre certains pays du Golfe et l'Asie. Certains contrats se négocient désormais en yuan, en dirham, voire même en crypto. Si cette tendance se confirme, les conséquences seront colossales, car ce n'est pas juste une guerre commerciale, c'est un désengagement progressif du système construit autour du dollar. Et si ce système tombe, alors l'Amérique perd son privilège ultime, celui d'émettre de la dette sans limite et sans conséquences immédiates. Pour l'instant, les choses avancent doucement, mais les grands fonds, les insiders, les hedge funds ont déjà commencé à se repositionner. Ils achètent du cash, de l'or et parfois du bitcoin. Ils réduisent leur exposition aux actions tech et attendent, parce que dans ce genre de période, ceux qui gagnent sont ceux qui ne paniquent pas. Mais il y a une info qui est passée complètement sous le radar. Selon une fuite relayée par plusieurs sources financières à Washington, la Réserve fédérale envisagerait une réunion d'urgence dans les prochains jours. Officiellement, ce n'est pas confirmé. Mais plusieurs analystes ont remarqué des mouvements inhabituels dans l'agenda des gouverneurs. Et cela pourrait annoncer un changement de ton. Car si Trump continue de mettre la pression, si les marchés plongent, si le dollar vacille, alors la Fed pourrait être forcée d'agir plus tôt que prévu. Et là, tout pourrait basculer. Un assouplissement monétaire, même limité, pourrait faire redécoller le Bitcoin, relancer l'or et redistribuer complètement les cartes. Mais attention, ce n'est pas encore fait. Pour l'instant, tout reste fragile. Et les marchés vivent au rythme des tweets, des annonces, des tensions. Alors, gardez votre sang-froid, restez informés. Et n'oubliez pas, même dans le chaos, il y a des opportunités. Si vous voulez que je vous montre comment je m'adapte concrètement en ce moment, dites-le moi en commentaire. Et comme toujours, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. À demain.